Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de rencontrer des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir la cofondatrice de l'ONG humanitaire MEDER et nous aurons aussi l'occasion de découvrir, en lien avec cette personne, un documentaire. Josiane André, bienvenue. Merci. Alors vous êtes la cofondatrice de l'ONG MEDER, une ONG qui a été fondée voilà 30 ans, en 1989, en 1989. Vous l'avez fondée avec votre mari. Cette ONG, on la connaît bien en Suisse, elle a son siège dans la banlieue lausannoise. Qu'est-ce qui, à l'époque, en 1989, vous a incité à fonder une telle ONG ? Eh bien, nous nous sommes retrouvés avec des personnes de 3 missions différentes avec qui nous avions travaillé. Donc là, si on dit le nom des missions, il y avait MEDAF, donc MEDAF, une ONG qui s'occupe de rassembler des médicaments. Médicaments et qui avait un hôpital au Tchad. Donc l'hôpital de Bebalem. Oui, c'est ça. Voilà. La deuxième ONG. La deuxième, c'était MAF, enfin Mission d'aviation. Voilà, qui s'occupe de déplacer à la fois des médecins, mais aussi des missionnaires dans différentes régions du monde. Oui, et puis des malades aussi. Et puis des fois des matériaux. D'accord. Oui. Et puis la troisième de ces missions? Et la troisième de ces missions, c'est Jeunesse en mission, ou bien YOM, comme ils disent en anglais, qui est une mission internationale et qui a énormément prospéré dans beaucoup de pays. Donc vous étiez à l'époque un peu en lien avec ces 3 missions. Voilà. Et MEDER est né un peu d'un désir de mettre en place quelque chose de plus en lien avec chacune de ces missions. Oui, c'est-à-dire qu'il s'est passé une chose, disons un événement particulier dans la mission où nous étions à l'époque, qui était cet hôpital missionnaire au Tchad, c'est qu'il y a eu une famine en plus d'un conflit et puis de tout le travail qu'on faisait comme médecin. Et la famine était telle, on pouvait se dire, mais on ne peut pas donner des aspirines et de la pénicilline aux gens qui ont faim. Donc on a dû improviser une aide, disons, nutritionnelle, sans avoir de grandes connaissances là-dedans, sans avoir de l'aide parce que c'était loin dans la brousse. Et puis après, quand les personnes sont rentrées chez elles, elles se sont dit, mais au fond, c'est ça qui nous manque dans la mission, on n'a pas de possibilité de faire de l'urgence. Ce qu'il faut préciser, c'est que vous-même, vous êtes médecin, vous êtes à la fois anesthésiste et pédiatre. Oui. Et puis, donc, dans ce contexte-là, vous vous retrouvez en Suisse, vous vous mettez un petit peu à cogiter, et là, vous vous dites, il faut lancer une ONG spécialisée dans l'aide d'urgence. Alors, c'est aussi les personnes qui avaient travaillé avec nous. Il y avait donc un chirurgien de MEDAF, et puis il y avait des pilotes qui avaient travaillé dans cette grande station missionnaire au Tchad, et qui se posaient la même question. Donc là, si je crois un peu l'histoire telle qu'on la raconte, au début, vous étiez 8 bénévoles et du point de vue du budget, vous aviez à disposition 4 000 francs. Ah oui, alors là, ça c'est au moment où on a créé MEDER. D'accord. Parce que donc ces personnes que j'ai mentionnées, on s'est réunis et puis de leur côté, elles avaient eu cette idée, elles se disaient, mais il y a Médecins sans frontières, il y a la Croix-Rouge internationale, il y avait déjà bien sûr des gens qui aidaient, mais les crises devenaient de plus en plus pressantes, de plus en plus nombreuses. Et puis on se disait, mais pourquoi nous, les chrétiens, on ne pourrait pas faire quelque chose aussi avec des valeurs chrétiennes? On ne voulait pas faire de la promotion religieuse, oui, mais... Vous n'étiez pas dans une dynamique d'évangélisation, mais vraiment d'action humanitaire. Exactement. Alors quand on vous dit aujourd'hui, MEDER, c'est 70 millions de francs de budget, donc de francs suisses, Oui. C'est pas loin de 1500 personnes employées avec, je crois, entre 900 et 1000 locaux, oui. qui sont personnes locales qui sont impliquées, plus de 2 millions de personnes aidées, en tout cas pour 2018. Qu'est-ce que ça vous fait? Oui, ça m'impressionne, mais je trouve que c'est encore qu'une goutte d'eau dans un immense besoin autour du monde, qui a énormément grandi. Et voilà, donc on fait ce qu'on peut, mais ces chiffres-là, ils sont un petit peu anciens, je pense qu'ils datent de 2017. À l'heure actuelle, comme je suis les choses, je vois qu'on envoie une personne à l'étranger,
et il y a 10 personnes sur place qui aident pour chaque personne qu'on envoie. Et puis alors au siège, on est un petit peu restreint pour un peu restreindre aussi les frais. Mais non, c'est vrai, ça va aussi augmenter le budget énormément. Vous avez dit tout à l'heure qu'en fait, ce qui était important, c'était d'avoir des valeurs chrétiennes dans le cadre de cette ONG. Oui. En quelques mots, en quoi consistent ces valeurs chrétiennes? Qu'est-ce que MEDER a de spécifique dans cette dimension chrétienne? Alors, bon, je peux dire que les textes qui nous ont lancés, c'est, bon, dans la Bible, Ésaïe 58 et Matthieu 25, qui parlent de notre responsabilité envers le pauvre, le nu, l'étranger, celui qui a soif, etc., aussi le prisonnier, etc. Toutes ces choses qui sont mentionnées. Donc là, à l'origine de MEDER, vous avez vraiment travaillé ces textes bibliques Voilà. où ils vous ont été donnés pour stimuler un peu votre action Oui. et vous lancer. Et on ne voulait pas faire des prédications en même temps. S'il y a des personnes dans certains pays chrétiens qui veulent faire les prédications, ils peuvent le faire. Mais nous, on ne voulait pas mélanger les deux choses, parce que ça peut donner un son un petit peu biaisé. Oui, finalement, je te donne de l'aide, mais en même temps, tu écoutes ma prédication. Voilà, c'est ça. Et là, vous étiez dans une dynamique où vous souhaitiez simplement aider. On aide et puis en même temps, on répond aux questions des gens s'ils en ont, évidemment. Aujourd'hui, le directeur général de MEDER dit, pour qualifier l'ONG que vous avez cofondée, qu'elle se rend dans des endroits où d'autres ne vont pas, où il n'y a pas de route et dont les accès sont limités, mais où se trouvent les besoins les plus grands. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette manière de définir MEDER? Absolument, parce que ça a été dès le départ aussi une des valeurs de MEDER, c'est d'aller dans les endroits Où les autres gens ne vont pas. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est allié avec la mission MAF, Donc qui est cette une mission Mission d'aviation. Aviation Fellowship, Oui. donc cette communauté missionnaire par les Exactement. avions. Et puis là, vous arriviez à atteindre toute une série de pays. On peut dire dans quel pays vous avez travaillé. Donc vous-même, au départ, en 1989, vous êtes allé au sud du Soudan. C'était votre première mission? Oui, on a été aussi en Ouganda, c'était la première mission. La première mission, c'était l'Ouganda. Et puis après, Sud-Soudan, et puis Irak, et puis... enfin, on a été dans énormément d'endroits. Hein. On a été au Mozambique, on a été... donc, la première fois au Mozambique, et puis on est allé en Iran, on est allé... je ne sais plus, au Tchad aussi, on est allé en Somalie. Enfin, au début, on restait une année, parce qu'on n'avait pas beaucoup de personnel formé. Alors, on faisait vraiment l'urgence. Aujourd'hui, on reste. Et si bien que, par exemple, le Soudan, maintenant, ça fait presque 30 ans qu'on y est. Et puis vous entrez après plutôt dans une dynamique de développement. Voilà, de développement, mais il y a des fois, par exemple, le Sud-Soudan, c'est un conflit perpétuel. Alors, on est obligé aussi de répondre aux urgences. Au travers de votre carrière de médecin impliqué dans l'aide humanitaire, est-ce que vous avez le visage d'une personne qui vous revient lorsque on vous pose la question? Est-ce qu'il y a un visage d'une personne que vous auriez particulièrement aidé, qui vous serait resté jusqu'à maintenant? Oui, alors, oui, j'ai quelques personnes qui sont devenues d'ailleurs mes filleuls, si j'ose dire. D'accord, c'est comme ça que vous avez adopté Oui. certaines personnes qui Oui, tout vous à sont fait. particulièrement chères. Oui. Je veux dire que à partir du moment où MEDER s'est développé, je me suis beaucoup plus occupée du staff qui partait, enfin du personnel. Avant, je m'occupais bien sûr des gens sur place. Mais maintenant, je vais sur place, mais je vois les gens très, très brièvement. Je vois surtout les équipes MEDER. Qu'elles soient étrangères ou locales. Mais en tout cas, il y a en tout cas quelques personnes qui sont très chères à mon cœur, dont un enfant que j'avais vu tout au début, quand j'étais au Cambodge, qui m'a été donné. On a dit, on donne cet enfant à la doctoresse. Et puis, il avait une énorme bosse bleue sur la tête. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et finalement, on a découvert qu'il était hémophile.
Et puis, c'était au Cambodge tout au début. Donc c'était au début des années 80, c'est ça? Oui, c'était tout au début des années 80. Et alors, bon, finalement, j'ai eu qu'une solution, c'était de lui donner mon sang pour que le sang coagule de nouveau et tout. Et puis, j'ai suivi cet enfant pendant des années, d'abord toute seule, puis après à travers des personnes. Et puis après, j'ai perdu de vue. Et puis, je l'ai retrouvé 10 ans après, au moment où on commençait MEDER. Et alors, évidemment, là, c'était impossible de l'adopter, mais il a été adopté par une famille à Hawaï. Et c'est un enfant avec lequel, ou maintenant un adulte, avec lequel vous êtes resté en contact? Oui, il a été visité par mon neveu il y a une semaine. Magnifique. Alors voilà, 2 ans, Anne et Hassan Lagdar de Tinergy Productions vous ont consacré un documentaire qui s'intitule Josiane, la passion de l'autre. C'est le film que nous allons regarder maintenant ensemble. This lady's special. كان هدفها الإنسان، كان هدفها Comment une personne peut faire une différence. Comment une jeune médecin de famille riche décide de laisser tomber une vie confortable pour se lancer dans l'humanitaire dans des pays pauvres. Souvent, sa présence au bloc opérateur me rassurait. Un paysage époustouflant, mais la beauté du cœur le dépasse de loin. Voici l'histoire d'une femme suisse dont le courage et l'altérité ont eu un profond impact dans la vie de milliers de gens à travers le monde. Le début de la vie de Josiane est déjà à l'image de sa vie. Elle naît dans une famille généreuse et engagée, comme deuxième enfant d'une fratrie de 6, mais pendant une époque bien sombre de l'Europe et de la Suisse. Cet endroit évoque toute mon enfance. Je suis née pendant la guerre et je me souviens encore du bruit des sirènes. Mais à la maison, c'était la totale confiance, la sécurité. Mes parents m'ont transmis les bases de la sagesse par leur foi et par leur éducation. J'ai vécu une enfance heureuse au milieu de mes frères et sœurs avec des parents aimants. Pendant mon adolescence, j'ai vu Josiane toujours encline à aider l'autre, à écouter l'autre. Dans la famille, c'était la personne qui apportait la paix. Depuis son plus jeune âge, Josiane voyage. Seule ou en famille, elle découvre les réalités d'après-guerre, mais aussi des paysages, cultures et langues divers.
Lorsque j'ai fait mon bac, j'avais envie de faire quelque chose avec mon cœur, avec mes mains, avec ma tête. Et j'ai choisi la médecine. Nous avons fait nos études de médecine ensemble. Nous étions peu de filles et beaucoup de garçons. À l'époque, c'était très rude pour les filles de faire la médecine, il y en avait peu. C'était très précieux d'avoir une camarade aussi sympathique, généreuse et ouverte que Josiane. Josiane, André et moi, nous étions ensemble à la faculté de médecine de Lausanne. Elle voulait faire la médecine et elle l'a fait. Elle voulait devenir anesthésiste, elle l'a fait. Elle voulait faire son doctorat, elle l'a fait. Et ça lui a coûté beaucoup d'années de jeunesse, beaucoup de vie sociale, mais elle a voulu aller jusque-là. Et le succès est au rendez-vous. Après les années de spécialisation à Bâle, Boston et Toronto, Josiane est chef de clinique, reconnue et respectée dans ce monde d'hommes. La médecine, c'est guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours. Elle aurait pu facilement choisir une vie confortable, agréable et bien réussie. Mais elle a choisi tout le contraire. Elle envisageait de s'installer comme médecin anesthésiste dans le canton de Vaud. Elle a pris par la suite une direction complètement différente. Elle s'est engagée dans l'humanitaire pour aller aider des gens en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient. Josiane a 40 ans quand elle décide de découvrir l'Asie, mais pas comme touriste. Je suis partie en Thaïlande dans un camp de réfugiés pour ma première mission. Quand elle est partie en Thaïlande, ça m'a un petit peu déstabilisée, ça m'a un petit peu questionnée. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'elle quitte un travail si bien payé? Elle a toute une carrière devant elle, et puis elle lâche tout ça pour aller en Thaïlande. Comment une jeune médecin de famille riche décide de laisser tomber une vie confortable, une vie même luxueuse, pour se lancer dans l'humanitaire, dans des pays pauvres, dans l'inconfort, dans le danger? Et quand je l'ai vue revenir, épanouie, heureuse d'avoir fait cela, je me suis dit, voilà, eh bien maintenant elle a un sens à sa vie qui est bien plus important que simplement faire de la médecine dans un hôpital. Un jour, ma sœur m'a dit, je vais aller au Liban. Alors, je trouvais ça super, mais c'était la guerre. Donc, dès le départ, je n'étais pas très rassurée. À l'époque, le Liban était de loin l'endroit le plus dangereux sur Terre. Quand je suis arrivée au Liban, il y avait plusieurs années que le pays était en guerre et il y avait énormément de tensions entre les factions. J'ai été sollicitée pour ouvrir un dispensaire dans la montagne libanaise. À moins d'une heure de route de Beyrouth, on est dans la montagne libanaise. Isolée par les tensions de la guerre civile qui fait rage au Liban depuis 8 ans déjà, Bhamdoun et les 12 villages alentours du Chouf n'ont ni pharmacie ni médecin en 1983. Et il est dangereux de s'y aventurer en raison des tirs et combats dans la région. Quand j'ai vu Josiane pour la première fois, j'ai dit « Waouh, il y a des étrangers qui viennent nous aider à Bhamdoun », surtout à ce moment-là. Il y avait beaucoup de malades et de blessés qui venaient. À l'époque, il n'y avait pas d'hôpital dans la région. Il n'y avait pas de médecin. Donc, elle était l'espoir des habitants de Bhamdoun et de la région, avec le groupe soignant qui l'accompagnait. Quelque chose m'a frappé dans cette femme. Elle était calme, sereine, elle avait un visage qui rayonnait la paix, alors qu'on était en pleine guerre. Elle dégageait quelque chose
qui ne pouvait pas nous laisser indifférents. La grande mission pour Josiane et son équipe était de soigner les gens. Mais il n'était pas venu uniquement comme médecin ou comme infirmier. Il s'occupait de tout, dans tous les domaines. Et vu les circonstances qui nous ont réunis, on a très vite fait connaissance. On a établi une confiance entre nous. Je leur ai confié ce que je savais et ils m'ont confié tout ce qu'ils savaient. On se retrouvait souvent, on se réunissait, on chantait, on rigolait, on priait. On rassemblait les enfants, on leur racontait des histoires et on jouait avec eux. Les gens de Bhandoun aimaient beaucoup Josiane et ils avaient confiance en elle. Parce qu'ils avaient confiance, ils venaient souvent vers elle pour demander ses conseils, son avis, et elle avait beaucoup d'amour pour les gens. Ma mère était polonaise, Josiane elle est suisse, et c'est comme ça qu'il y a une belle relation qui s'est développée entre la famille. Alors que Josiane et son équipe tissent des liens chaleureux avec la population, la tension monte autour d'eux et descendre à Beyrouth devient de plus en plus risqué. Elle était là déjà depuis plusieurs mois. Tout allait assez bien quand un jour j'ai reçu un appel du responsable au Liban. Il m'a dit « Nous avons un problème. Notre équipe médicale a disparu. » Le lendemain matin, il m'a rappelé pour me dire qu'il venait de découvrir que Josiane et son équipe venaient d'être kidnappés par la milice druze. Toute la famille, on était aux abois. On était derrière le téléphone, on essayait d'attendre des gens qui pourraient la libérer. On voyait que c'était impossible. Elle était prise dans un village et puis personne ne pouvait rien faire pour elle. Grâce à la Croix-Rouge, elle a été libérée. Et puis finalement, elle a été à Chypre et mon papa et moi, nous sommes allés la voir. Et quand j'ai vu Josiane, je ne l'ai pas reconnue. C'était quelqu'un qui avait été vraiment traumatisé. Donc c'est là que j'ai mesuré l'engagement de Josiane dans la mission. Elle risque sa vie. Et risquer sa vie pour les autres, c'est pas simplement le dire, mais c'est le faire. J'ai pensé, waouh, ça craint, c'est vraiment une situation de vie ou de mort. Josiane et son équipe vont certainement se retirer. Mais non, ils ont repris leur voiture et sont remontés directement à Bhandoun. Je me suis demandé, mais qui est cette dame? Ça, c'est vraiment une femme courageuse. J'étais impressionné. Pendant l'été, les combats se sont intensifiés et à un moment donné, nous avons dû fuir dans la montagne. Avec le retrait de l'armée israélienne en septembre 1983, la guerre du Chouf éclate pour de bon. La situation à Bhandoun devient intenable. Cette période qui a duré 3 jours et 3 nuits était l'un des moments les plus difficiles dans la vie d'un homme. On était dans une situation de guerre chaotique, dans une région isolée, et environ 700 canons tiraient au-dessus de nos têtes. Ils couraient, se cachaient pendant que les bombes, les tirs, les grenades et les mortiers pleuvaient. On ne peut pas imaginer à quel point la situation était chaotique. On recevait des blessés militaires, on recevait des malades civils, mais on recevait aussi, à cause des tirs, des blessés civils. Et pendant 3 jours et 3 nuits, on ne savait pas ce qui allait nous arriver, si ce n'est qu'on entendait des bombardements tout le temps. Et pourtant, au milieu de tout ça, il y avait la voix calme, solennelle et réconfortante de Josiane, soignant et guérissant, prenant soin des blessés. Certains sont morts dans ses bras, mais elle en a sauvé beaucoup. Pendant cette période de peur et de terreur dans laquelle on vivait, le médecin permanent qui était avec nous cette nuit-là a pris Josiane de côté et lui a dit « J'aimerais qu'on parte, car la situation est vraiment devenue très grave. » Josiane avait une position très importante. Elle m'a dit « Toi, que veux-tu que je fasse ?» Je lui ai dit « Cher ami, moi, je ne peux te convaincre de partir ou de rester, mais je peux te dire une chose, le danger qui vous attend dehors est très grand. Vous êtes des étrangers. Maintenant, vous êtes avec moi.
Si on doit mourir, on mourra tous ensemble. Elle m'a dit, donne-moi juste 5 minutes. Elle a pris son équipe, 3 jeunes femmes et un jeune homme, et ils se sont mis à prier. Dans cette situation de terreur, de les voir réunis comme ça en train de prier, on avait un sentiment de réconfort que rien d'autre ne pouvait nous donner, à part Dieu Tout-Puissant. Elle est venue me dire, on reste s'occuper de vous quoi qu'il arrive. Si je garde en mémoire ce qui s'est passé durant cette guerre, c'est aussi en souvenir de ces gens qui ont donné leur vie pour soigner des gens qu'ils ne connaissaient pas. Le temps à Bhamdoun touche à sa fin. L'ordre est donné d'évacuer et commence alors une fuite chaotique de toute la population vers Dar el-Kamar. Heureusement, la plupart des enfants ont pu être envoyés en camp de vacances, loin de la zone de conflit, juste avant le début de la bataille. Parmi eux, Anthony. Quand je suis parti dans ce bus-là, en colonie de vacances, c'était la première fois que vraiment j'étais tout seul. C'était pas facile, je pleurais tout le temps. À l'époque, j'avais 7 ans, quitter la famille et partir, c'était nouveau pour moi. Josiane était debout là-bas aussi avec tout le monde et les bus ont démarré. J'ai toujours en tête cette vision-là, cette image-là. Les enfants de plus de 8 ans du village sont partis. Les Israéliens aussi se sont retirés. La violence explose à Bhamdoun et fait environ 400 morts, miliciens, civils, enfants ou vieillards. Le village est presque entièrement détruit. Pendant ce temps, le camp de vacances touche à sa fin. Quand toutes les familles commençaient à reprendre ces enfants-là, leurs enfants, le nombre diminuait jusqu'à ce que je restais tout seul à la fin. Je ne savais pas il s'agit de quoi, pourquoi mes parents ne sont pas venus, qu'est-ce qui se passe. La colonie de vacances avait fini il y a quelques jours et moi je suis toujours là-bas, toujours tout seul. Sans nouvelles de ses parents, Anthony est placé dans une famille d'accueil après le camp. Mais Josiane ne l'a pas oublié. Cela lui prend de longues semaines pour le localiser. Un jour, Josiane m'a dit « j'ai quelque chose à te dire. Bien sûr, tu te demandes ta famille elle est où et pourquoi tu es là. Eh bien, ta famille elle te regarde du ciel, elle est montée chez Dieu. Et là, j'ai un tout petit peu compris l'idée qu'ils ne sont plus là, que je ne vais plus les revoir. Et j'ai demandé est-ce que le petit David aussi, il est aussi parti avec eux. Elle m'a dit oui, tout le monde, je serai là pour toi. Après avoir annoncé la tragédie, c'est là où Josiane m'a donné un petit sac qu'elle avait avec elle. Et elle a ramassé des photos de ma famille qui traînaient ici et là dans la maison. Et elle m'a dit tu gardes ça avec toi, c'est tes photos, c'est de la famille, garde-les avec toi. Ah voilà. Là c'est quelque chose que je connais. Oui. Tu vois le petit singe ici? Le petit enfant solitaire, perché sur son arbre. Et on a de la chance parce que aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont perdu toutes leurs photos. Exactement, oui. Exactement. Voilà. Et là aussi, on peut espérer pour eux qu'un jour, ce sera comme pour toi. J'espère aussi. Ils arriveront à tourner la page. Eh oui, allez. Josiane et son équipe se retrouvent à Beyrouth, où ils continuent à prendre soin des rescapés du Chouf et des autres réfugiés. L'hiver approche, les bombes tombent, à Beyrouth aussi. Ce qui m'a le plus aidé pendant cette période, c'était d'écrire des lettres. Les lettres que je préférais écrire étaient destinées à Eric, un jeune médecin qui se trouvait au Tchad. À travers ces lettres, nous échangions beaucoup de choses sur notre vie, sur notre enfance et sur notre intimité. Eric était aussi dans un pays en guerre et plus tard, il est devenu mon mari. Un amour est né et s'est développé par des échanges épistolaires entre deux médecins engagés dans des situations humanitaires périlleuses. Un beau mariage scelle leur amour, puis le voyage continue. J'ai vécu avec Eric pendant 20 ans une vie magnifique et passionnante. Au fond, c'est la mission humanitaire qui nous a réunis. Nous étions déjà engagés l'un et l'autre dans une mission, mais nous l'avons fait après ensemble. Together they went
Ensemble, ils sont allés au Tchad et là, à nouveau, la guerre civile a éclaté. Leur camp a été envahi et ils ont reçu des menaces. On a même pointé une arme sur la tête d'Eric, menaçant de le tuer. En fait, ils allaient d'une situation difficile et dangereuse à une autre. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils venaient de très loin, le fait qu'ils ont abandonné quand même le confort qu'ils avaient en Europe. Ils sont venus travailler avec nous dans un contexte d'insécurité. Nous avions eu plusieurs fois l'occasion de travailler ensemble, donc on était très proches. Souvent, sa présence au bloc opérateur me rassurait. Au-delà de cela, elle s'occupait aussi de notre service de pédiatrie. Donc, elle aimait beaucoup les enfants. C'était important de rencontrer ce couple qui était très motivé dans le travail. Pour moi, c'était vraiment des personnes ressources. J'ai beaucoup reçu de cette collaboration avec eux, non seulement s'occuper des malades et tout, mais cela m'a aidé à voir l'importance donc, de s'occuper de la personne dans tous ses besoins. Lorsque nous étions au Tchad, Eric et moi parlions souvent de notre avenir. Et nous disions, ces grands hôpitaux missionnaires du passé, ça ne va plus. Il faut avoir des structures beaucoup plus petites et qui puissent répondre aussi en cas d'urgence. Lorsqu'ils étaient au Tchad, ils ont remarqué que la famine sévissait dans certaines régions, alors que dans d'autres parties du même pays, il y avait à manger. Ils étaient liés d'amitié avec plusieurs pilotes de MAF, dont 2 Suédois, Kea et Lars Erik, qui leur ont proposé justement de se rendre dans l'autre région en avion pour ramener de la nourriture. Josiane en a parlé à l'équipe médicale et c'est ainsi qu'ils ont commencé à collaborer étroitement ensemble. Josiane et Eric ont quitté le Tchad un moment pour se reposer en Suisse. Josiane et Eric font le bilan de leur expérience avec la famine au Tchad. Ils comprennent qu'il faut une structure plus organisée pour répondre efficacement aux situations d'urgence. Kea était rentré en Suède. Après quelque temps, il a appelé Eric et Josiane pour voir comment ils allaient et les a invités à le rejoindre en Suède. Ils se sont dit alors que ça pourrait marcher, combiner les avions et l'expérience médicale. Mais ils avaient l'impression qu'une troisième organisation devait être impliquée. Mais laquelle? Il manquait encore un troisième pilier, un pilier où on aurait une ressource de jeunes qui pourraient être engagés rapidement. J'étais à l'époque le directeur du travail d'aide et de développement pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Josiane m'a appelé et m'a dit, tu sais, ça fait un moment qu'on aimerait pouvoir offrir une réponse à des situations d'urgence en envoyant des équipes dans des endroits en crise ou lors de catastrophes naturelles. On serait de ceux qui répondent à leurs besoins en premier. On essaye de monter quelque chose pour pouvoir faire ça. Ce qu'elle et Kea ne savaient pas, c'est que nous avions beaucoup de gens, mais souvent nous manquions de structures pour les envoyer rapidement dans ces lieux en crise. Alors quand ils ont commencé à m'expliquer ce qu'ils voulaient faire, sans blague, c'était superbe. C'était exactement ce que nous cherchions. Et puis nous nous sommes rencontrés les 3 organisations, organisation de jeunes, organisation d'aviation, organisation médicale, pour démarrer MEDER. Et quelqu'un dit, il y a un projet en Ouganda auquel nous nous intéressons. Nous pourrions y envoyer Eric et Josiane pour faire une reconnaissance et faire des recherches et voir comment cela pourrait fonctionner. Et évidemment, chez nous, ça fait clic immédiatement. Et nous étions d'accord de démarrer leur projet. Et véritablement, ça a été la naissance de MEDER. Aucun de nous, vraiment aucun de nous, dans nos rêves les plus fous, aurait pu imaginer ce que MEDER est devenu presque 30 ans après. À partir de cette première mission, nous avons décidé de consolider l'organisation afin qu'elle puisse aller dans plusieurs pays à la fois. Nous avons établi notre bureau à Lausanne avec une équipe de professionnels. Aujourd'hui, MEDER a pris une ampleur internationale. MEDER est reconnu par les Nations Unies et par divers labels de qualité. Aujourd'hui, nous aidons 1,5 million de personnes dans le monde entier, dans différentes régions.
J'ai rencontré Josiane pour la première fois en 1990 lors d'un symposium en Hollande. J'ai vu Josiane partager son histoire, comment elle utilisait la médecine pour servir des gens dans le besoin. L'histoire personnelle de Josiane nous a attirés. Et cela m'a attiré moi. C'est pourquoi j'ai signé, pour au moins en apprendre plus sur Meder. Quand la première guerre du Golfe a éclaté, je me disais combien ces gens étaient désespérément dans le besoin, ce que je pouvais faire. Tout d'un coup, j'ai reçu un appel de Josiane. Elle m'a appelée et m'a dit « Cheryl, je me suis demandé si tu étais intéressée à aller en Irak. » Je n'arrivais pas à croire mes oreilles. C'était comme si elle lisait mes pensées. Bien sûr que je voulais y aller. 10 jours plus tard, incroyable, on nous déposait au nord de l'Irak. Pour moi, Josiane était une inspiration, parce qu'elle osait faire un pas que la plupart des gens n'osent pas. Elle faisait confiance. Elle a vu quelque chose dans chacun de nous. Elle était convaincue que nous pouvions le faire. Cette conviction nous a donné la confiance nécessaire pour y croire nous aussi. Savoir qu'elle croyait en nous était la clé qui nous a motivés pour commencer ce genre de travail. Vous savez, quand vous êtes jeune, vous avez l'impression qu'il y a tant de choses que vous voulez faire, mais que les opportunités manquent. Ce dont vous avez besoin, c'est une organisation, ou une personne comme Josiane l'a été pour moi, qui nous dit « Oui, tu es capable !» Ça a l'air tout simple, juste dire « Tu peux le faire !» et ta place fera une différence dans ce monde. Elle l'a dit à beaucoup de jeunes. Et regardez ce que nous sommes devenus. La plupart des jeunes des débuts de Meder dirigent aujourd'hui des organisations eux-mêmes. Toujours dans la même lignée de travail. Josiane a été un détonateur pour beaucoup de jeunes. Ces expériences m'ont permis de rencontrer des gens de tous bords, différentes cultures, différents statuts sociaux, différentes opinions, et cela m'a ouvert l'esprit. Après avoir développé Meder pendant plus de 15 ans, il est temps pour Josiane de prendre sa retraite et pour Eric de prendre un peu de repos. Après 20 ans de vie commune, mon mari a voulu m'annoncer une nouvelle qui m'a beaucoup surprise. Il m'a dit qu'il se sentait être une femme dans un corps d'homme. Dans cette période compliquée et qui peut même être fatale pour la personne qui change, je suis restée à côté d'Eric, qui devenait Erika, pour l'accompagner pendant 4 ans. L'accompagnement par les proches et par la famille, c'est un aspect essentiel. Et j'ai envie de dire, il faudrait qu'il n'y ait jamais de rejet. À la fin de cette période, j'ai compris que beaucoup de personnes étaient mal à l'aise avec cette situation et prenaient une distance avec nous. C'est souvent l'étrangeté qui fait peur. Et c'est l'aspect inhabituel de ce changement de sexe qui a écarté beaucoup d'amis qui avaient peur de ça. La peur est toujours mauvaise conseillère. Plus on en connaît sur le sujet, moins on a peur. Malgré tout ce qui s'est passé, j'ai décidé de soutenir Erika. De son côté, Erika m'a aidée à avoir un esprit d'ouverture, à accepter les gens tels qu'ils sont. Josiane a été exceptionnelle d'accompagner comme ça Eric, qui est devenu Erika. Elle l'a soutenu malgré toutes ses questions, malgré sa souffrance. Eric est devenu Erika, ce qu'elle était au fond d'elle-même. Et Josiane, continuant dans sa voie, pleine d'amour généreux. Chaque coup de pinceau, ça m'aide à m'approcher de cette personne, ça m'aide à comprendre, peut-être à découvrir aussi quelque chose de cette personne que je n'avais pas encore remarqué. Il y avait une grande entente entre les deux. Et puis, c'est l'amour. C'est l'amour qu'elle a pour son mari et qu'elle a gardé pour Erika. Bien chère Josiane, par ces mots, je veux exprimer ma reconnaissance pour les encouragements que tu m'as manifestés ces dernières années. Ton amitié m'a profondément soutenue au travers des moments difficiles. Et ton amour
m'a offert la liberté de vivre au plus près de moi-même, avec ma tendresse et mon amour. Erika. Josiane, c'est la passion de l'autre, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne ou qu'il aille, au loin et tout près. Est-elle consciente à quel point son don de soi si généreux n'a pas seulement illuminé la vie de tous ceux qu'elle rencontre, mais l'a fait grandir, l'a portée, elle? Josiane André, pour moi, symbolise ce qu'il y a de meilleur dans la contribution de la Suisse au monde. C'est avec plaisir que nous lui remettons ce coup de cœur de la municipalité pour l'ensemble de sa vie consacrée à l'aide humanitaire. Et Josiane est un parfait exemple de ce qu'un humain peut faire pour aider d'autres humains. Je trouve que c'est incroyable ce qu'elle a fait. Et des gens qui ont un grand cœur comme ça se trouve pas à tous les coins de rue. Elle a toujours vu les gens à l'image de Dieu, voulant les aider. Il n'y a pas de condescendance. On vient être avec l'autre. On vient empathir avec l'autre. On vient parce qu'on aime l'autre, mais on l'aime pour ce que lui, il est. Je sais qu'elle n'a jamais eu ses propres enfants. Et je lui ai souvent dit, Josiane, en fait, tu es une mère pour beaucoup de gens. En es-tu consciente? Ce qui m'a impressionnée avec Josiane, c'était de la voir se tenir à côté des gens, de tenir ceux qui ont mal, de pleurer avec eux. Son service et son don de soi, ce courage qu'elle exprimait, l'a élevée pour moi comme un exemple à suivre. C'est une vraie héroïne. Josiane est quelqu'un qui va tenir jusqu'au bout. C'est quelqu'un qui croit en ce qu'elle fait, elle paye de sa personne. Je pense que sa force est surnaturelle. Elle y a toujours été fidèle. Je suis très émue d'entendre ça. Je ne pensais pas que j'entendrais ça de mon vivant. Peut-être à l'enterrement, mais toutes ces reconnaissances, je les reçois avec beaucoup de modestie. Parce que je ne me sens pas extraordinaire, je me sens ordinaire. Peut-être la foi que j'ai, elle est dans un Dieu extraordinaire. Pour Josiane, l'autre, sa passion, ce sont également les jeunes. Celles et ceux qui sont à l'aube de la vie et dont les choix de vie sont en devenir. Tu peux faire la différence et tes talents, tes dons, même juste être présent pourra faire la différence. Celle dont le monde a besoin. Je voudrais dire à tous les jeunes qu'il y a de l'espérance. Soyons solidaires. Battons-nous, battez-vous pour que ce monde reste humain. Ayez confiance, vous êtes dans un monde aux possibilités illimitées. Pour les gens de ma génération, c'est génial de voir des gens de la génération d'au-dessus qui ont montré un peu le chemin, qui ont suivi leur cœur, qui ont suivi leur engagement, leurs envies, qui ont fait des choses magnifiques. Vous les jeunes, réalisez vos rêves, aidez les autres, respectez-les et ne les jugez pas. Ce qui importe le plus, c'est d'être présent à côté de celui qui souffre et surtout ne pas perdre l'espérance. Si je veux résumer ce que j'ai vécu, je prends cette phrase de Mère Teresa. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le succès, mais c'est d'être fidèle. Pour moi, ce qui est important, c'est de s'approcher des autres, quelle que soit leur culture, quel que soit leur statut social ou leur croyance. Il faut s'approcher d'eux avec un cœur ouvert. I'm gonna let it shine.
shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Josiane André, on vient de voir le documentaire qui vous est consacré, Josiane, la passion de l'autre. On vient de vous entendre citer un propos de Mère Teresa. Ce propos dit « Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas le succès, mais c'est d'être fidèle ». Alors, qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, le succès dans les urgences, c'est extrêmement difficile à voir. Parce que souvent, l'urgence recommence, comme j'ai donné l'exemple du Sud-Soudan. Eh bien voilà, il ne faut pas se décourager, mais il faut être fidèle. Donc, c'est-à-dire que c'est un perpétuel recommencement et il y a une fidélité par rapport à une vocation première qui serait cette aide d'urgence. Voilà. Mais effectivement, on peut dire que quelquefois, on a un succès, au moins temporaire. Mais si je prends l'Irak, on y est allé déjà 4 fois, et puis on y est encore, par exemple. Oui. Ça, c'est pas un petit peu désespérant? C'est désespérant peut-être si on regarde sur le long terme, mais sur le court terme, les gens sont là. Ce qui est intéressant lorsqu'on regarde un petit peu l'histoire de Médère, c'est qu'on voit que c'est une œuvre qui est née en milieu évangélique. Et ce qui est peut-être intéressant à comprendre, c'est qu'en fait, vous aviez, lorsque en 89 ça a été fondé, vous aviez besoin de jeunes pour s'investir dans le cadre de cette ONG. Comment est-ce que vous avez fait pour connecter avec des jeunes? Alors, il faut dire que j'avais les premières missions que j'ai faites au Cambodge et en Asie du Sud-Est, c'était avec Jeunesse en Mission. Et puis, donc c'est un mouvement de jeunesse qui, quelque part, enseigne la foi chrétienne à des jeunes entre 18 et 30 ans. Oui. Et on va 6 mois se former quelque part. Voilà. Alors, évidemment, leur formation, elle était rudimentaire, mais ils avaient un avantage, c'est qu'ils avaient déjà été sur un terrain et ils avaient déjà vécu une expérience dans un autre pays. Alors, et comment est-ce que vous avez connecté entre Médère et puis Jeunesse en Mission? Alors, forcément, on avait des contacts du passé et puis on n'avait jamais cessé. Et c'était une des missions fondatrices. Donc finalement, il faisait régulièrement de la publicité pour vous, voilà, en disant si vous souhaitez poursuivre dans un engagement chrétien, il y a la possibilité d'aller travailler avec Médère. Mais c'est-à-dire que nous, on était plus sévères parce que là, on voulait quand même avoir des professionnels. On ne pouvait pas prendre n'importe qui. Et on ne pouvait pas prendre non plus des gens qui voulaient venir seulement 3 mois ou 6 mois, ça ne va pas. Il fallait s'engager pour une année au minimum. Pour une année, oui. Ce qui m'a frappé aussi en lisant un peu un livre que vous avez écrit, en tout cas plutôt à l'interne de Médère, c'est de voir le rôle que jouait la prière dans votre engagement humanitaire. Pourquoi c'était important pour vous de prier? Alors pour nous, c'était notre foi chrétienne qui se manifestait et qui se manifeste encore par la prière. Par exemple, à Noël,
on a eu une prière pour tous les endroits où MEDER travaille. Et en même temps, on était connectés par, je ne sais pas, par Skype, peut-être. Oui, Skype. Et avec les différents terrains où travaillent les gens de MEDER. Et normalement, la prière, elle est chaque jour. Elle a lieu soit au siège, soit dans les terrains, partout. Qu'est-ce que ça apporte pour des travailleurs humanitaires de prier? Je pense que ça donne une connexion avec Dieu qui est nécessaire parce qu'on voit des choses tellement terribles. On est face à des problèmes qui sont insolubles et de savoir que Dieu a un plan, c'est très fort pour nous. Ça rassure quelque part? Peut-être ça rassure, mais c'est surtout, comment dire, un appel à quelque chose de plus grand que nous. On a l'impression parfois que des initiatives ont été prises en fonction de ces moments de prière que vous avez eus. C'était aussi l'occasion quelque part de trouver peut-être des inspirations nouvelles? Oui et non, mais surtout de savoir quelle serait la voie qui allait s'ouvrir. Parce que ce n'est pas facile d'aller dans des pays comme ça. Il faut des visas, il faut des permissions, il faut toutes sortes de choses. Des fois, on ne peut pas aller. Et puis, il faut les moyens financiers aussi. Donc, on voulait être sûr que c'était juste et que c'était le bon moment. Et puis, donc, un autre frein, c'est de trouver les bonnes personnes pour y aller. Vous avez bientôt 80 ans, si j'ose le dire. Quel bilan est-ce que vous tirez de cette trajectoire de vie exceptionnelle? Vous avez vraiment vécu dans toutes sortes de pays, en tout cas à partir de 40 ans, hein, une fois que votre formation médicale était terminée. Quel bilan vous tirez de cette trajectoire? Il faut dire que j'ai été habituée à déménager, à voyager depuis toute petite parce que mon père, il était un businessman. Et donc, déjà, quand j'avais 6 ans, on est parti 1 an et demi en Argentine, etc. Donc, ce n'est pas tellement le dépaysement des pays qui m'a choquée, qui m'a secouée et tout, mais ça m'a préparée. Et puis aussi, cette idée de s'occuper de l'autre, ça existait depuis mon enfance. Parce que je suis née pendant la guerre, et juste après la guerre, il y a eu une famine dans beaucoup de pays d'Europe, et mon père a invité des enfants ici en Suisse pour les retaper, etc. Donc j'ai été un peu plongée dans cette atmosphère depuis l'enfance. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que vous êtes issu d'un milieu qu'on appelle les assemblées, dites assemblées de frères, dites darbistes, mais finalement on a l'impression que vous avez beaucoup bougé du point de vue de vos affinités chrétiennes. Vous êtes aujourd'hui engagé dans une paroisse réformée sur Vevey, sur Chardonne. Finalement, qu'est-ce que vous retenez de ce message chrétien que vous avez découvert un peu dans différents milieux? Je trouve que c'est très enrichissant de voir ce que l'Église est, qu'elle soit catholique, qu'elle soit protestante, qu'elle soit évangélique, parce que c'est différents aspects d'une même unité, d'une même... voilà, on interprète ça un petit peu différemment, chacun, mais d'un autre côté, on croit tous que Jésus est mort et ressuscité. Qu'est-ce qui représente ce Jésus mort et ressuscité pour vous à bientôt 80 ans? La vie. La vie. Et c'est une vie que vous avez essayé de retransmettre via la création de l'ONG MEDER. Oui, tout à fait. Oui. Josiane André, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes l'une des cofondatrices de l'ONG MEDER, une ONG suisse qui a son siège dans la région lausannoise et qui aujourd'hui aide plus de 2 millions de personnes sur la planète. Madame, monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.